Bonjour tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Today I would like to see if something new can work out on the channel. I've been listening to more and more audiobooks lately, and it's also something I've really enjoyed doing when I could read the text at the same time to help me with the English sounds in my mind. And so, what I'm going to do is read out, or start reading out anyway, this book, which is called Le Testament d'un excentrique by Jules Verne. And obviously, it's a French book. I found this book in an antique shop and I've never read it before, so I don't really know the story. So I figured that was going to be an interesting read to share. It's a pretty cool book because it has a little board game inside. So let's do the first chapter tonight, hopefully. Alors. Ô mort, sombre déesse, où tout rentre et s'efface, accueille tes enfants dans ton sein étoilé. Affranchis-les du temps, du nombre, de l'espace, et rends-leur le repos que la vie a troublé. Wow, that's heavy. Whoops. Première partie. So that's a preface, I'm skipping it. It's not even a preface, it's an introduction by the editors, so that's why I'm skipping it. Alors, chapitre 1. Toute une ville en joie. Un étranger, arrivé dans la principale cité de l'Illinois le matin du 3 avril 1897, aurait pu à bon droit se considérer comme le favori du dieu des voyageurs. Ce jour-là, son carnet se fut en... Pardon, come on, just zoom in to the right spot. Lovely. Ce jour-là, son carnet se fut enrichi de notes curieuses, propres à fournir la matière d'articles sensationnels. Et assurément, s'il avait prolongé de quelques semaines d'abord, de quelques mois ensuite, son séjour à Chicago, il lui eût été donné de prendre sa part des émotions, des palpitations, des alternatives d'espoir et de désespoir, des enfièvrements, des ahurissements même de cette grande cité, qui n'avait plus l'entière possession d'elle-même. Dès 8 heures, une foule énorme, toujours croissante, se portait dans la direction du 22e quartier. L'un des plus riches, il est compris entre North Avenue et Division Street, suivant le sens des parallèles, et suivant le sens des méridiens entre North Homestead Street et Lakeshore Drive, que baignent les eaux du Michigan. On le sait, les villes modernes des États-Unis orientent leurs rues conformément aux latitudes et aux longitudes, en leur imposant la régularité des lignes d'un échiquier. I need to make this a little bit higher up. There we go. Et donc, disait un agent de la police municipale, de faction à l'angle de Beethoven Street et de Northwell Street, est-ce que tout le populaire va envahir ce quartier ? Un individu de haute taille, cet agent, d'origine irlandaise, comme la plupart de ses collègues de la corporation, braves gardiens en somme, qui dépensent le plus gros d'un traitement de $1000 à combattre l'inextinguible soif si naturelle aux natifs de la verte Erin. Ce sera une profitable journée pour les pickpockets, répondit un de ses camarades, non moins grand, non moins altéré, non moins irlandais que lui. Aussi, reprit le premier, que chacun veille sur sa poche, s'il ne veut pas la trouver vide en rentrant à la maison, car nous n'y saurions suffire. Et aujourd'hui, conclut le second, il y aura, je pense, assez de besogne, rien que pour offrir le bras aux dames à la traversée des carrefours. Je parierai pour une centaine d'écrasés, ajouta son camarade. Heureusement, on a l'excellente habitude, en Amérique, de se protéger soi-même, sans attendre de l'administration une aide qu'elle est incapable de donner. Et cependant, quel encombrement menaçait ce 22e quartier si la moitié seulement de la population chicagoise s'y transportait ? La métropole ne comptait pas alors moins de 1700 000 habitants, dont le 5e environ né aux États-Unis. L'Allemagne en pouvant réclamer près de 500 000, l'Irlande à peu près autant. Quant au reste, les Anglais et les Écossais y entraient pour 50 000, les Canadiens pour 40 000, les Scandinaves pour 100 000, les Bohèmes et les Polonais pour un chiffre égal, les Juifs pour une quinzaine de mille, les Français pour une dizaine de mille, nombre infime dans cette agglomération. D'ailleurs, la ville n'occupe pas encore, fait observer Élisée Reclus,
tout le territoire municipal que les législateurs lui ont découpé sur la rive du Michigan, soit une surface de 471 km², à peu près égale à la superficie du département de la Seine. À sa population de s'accroître assez, cela n'est pas impossible, et c'est même probable, pour peupler l'étendue de ces 47 000 hectares. Ce qu'il y a de certain, c'est que ce jour-là, les curieux affluaient de ces 3 sections que la rivière de Chicago forme avec ses 2 branches du nord-ouest et du sud-ouest, du North Side comme du South Side, considérés par certains voyageurs comme étant le premier le faubourg Saint-Germain, le second le faubourg Saint-Honoré de la grande cité illinoise. Il est vrai, l'afflux n'y manquait pas du côté de cet angle compris à l'ouest entre les 2 bras du cours d'eau. Pour habiter une section moins élégante, on n'en paraissait pas moins disposé à fournir son contingent à la masse du public, même dans ces misérables demeures des environs de Madison Street et de Clark Street, où pullulent les bohèmes, les polonais, les italiens et nombre de chinois échappés des paravents du céleste empire. Donc tout cet exode se dirigeait vers le 22e quartier, tumultueusement, bruyamment, et les 80 rues qui le desservent ne pourraient jamais suffire à l'écoulement d'une pareille foule. Et c'étaient les diverses classes de la population qui s'entremêlaient dans ce grouillement humain. Fonctionnaires du Federal Building et du Post Office, magistrats de courthouse, membres supérieurs de l'hôtel du comté, conseillers municipaux du City Hall, personnel de cet immense caravansérail de l'auditorium dont les chambres se comptent par milliers, commis des grands magasins de nouveautés et bazars, ceux de messieurs Marshall Field, Lehman et W. Kimball, ouvriers de ces fabriques de saindoux et de margarine qui produisent un beurre d'excellente qualité à 10 cents ou 10 sous la livre. Travailleurs des ateliers de charronnage du célèbre constructeur Pullman, venus de leur lointain faubourg du Sud, employés de l'importante maison de vente universelle Montgomery Ward & Co., 3000 ouvriers de Mr. McCormick, l'inventeur de la fameuse moissonneuse lieuse, ceux des hauts fourneaux et laminoirs où se fabrique en grand l'acier Bessemer, ceux des usines de Mr. J. McGregor Adams qui travaillent le nickel, l'étain, le zinc, le cuivre et raffinent l'or et l'argent, ceux des manufactures de chaussures où l'outillage est si perfectionné qu'1 minute et demie suffit à confectionner une bottine, et aussi les 1800 ouvriers de la maison Elgin qui livrent au commerce 2000 montres par jour. On voudra bien ajouter à cette énumération, déjà longue, le personnel occupé au service des Elevators de Chicago, qui est le premier marché du monde pour les affaires de céréales. Il y faudra joindre les agents affectés au réseau des chemins de fer, lesquels, par 27 voies différentes et avec plus de 1300 trains, versent chaque jour 175 000 voyageurs à travers la ville, ceux des cars à vapeur ou électriques, véhicules funiculaires et autres, qui transportent 2 millions de personnes. Enfin, la population des mariniers et marins d'un vaste port dont le mouvement commercial occupe en une seule journée une 60aine de navires. Il eût fallu être aveugle pour ne pas apercevoir au milieu de cette foule les directeurs, les rédacteurs, les chroniqueurs, les compositeurs, les reporters, des 540 journaux quotidiens ou hebdomadaires de la presse chicagoise. Il eût fallu être sourd pour ne pas entendre les cris des boursiers, des boules ou haussiers, des bears ou baissiers, comme s'ils eussent été en train de fonctionner au Board of Trade ou au Wheat Pit, la bourse des blés. Et autour de ce monde brouhaha s'agitait tout le personnel des banques nationales ou d'État, Corn Exchange, Calumet Merchants, Loan Trust & Co., Fort Dearborn, Oakland, Prairie State, American Trust and Savings, Chicago City, Guarantee of North America, Dime Savings, Northern Trust & Co., etc. Et comment oublier dans cette démonstration publique les élèves des collèges et universités, Northwestern University, Union College of Law, Chicago Manual Training School et tant d'autres. Oublier les artistes des 23 théâtres et casinos de la ville, ceux du Grand Opera House, comme ceux de Jacobs Clark Street Theatre, ceux de l'auditorium et du lycéum. Oubliez ces gens des 29 principaux hôtels, oubliez les garçons et servants de ces restaurants assez spacieux pour recevoir 25 000 convives par heure. Oubliez enfin les packers ou bouchers de Great Union Stockyard qui, pour le compte des maisons Armour, Swift, Nelson, Morris et nombreux
d'autres abattent des millions de bœufs et de porcs, de bœufs et de porcs à 2 dollars par tête. Et pourrait-on s'étonner que la reine de l'Ouest tienne le second rang, après New York, parmi les villes industrielles et commerçantes des États-Unis, puisque ses affaires atteignent le chiffre annuel de 30 milliards. On sait que Chicago, à l'exemple des grandes cités américaines, jouit d'une liberté aussi absolue que démocratique. La décentralisation y est complète, et s'il est permis de jouer sur le mot, quelle attraction l'incitait ce jour-là à se centraliser autour de la Salt Street. Luma, je t'ai donné à manger déjà, c'est bon. I know. You've made me stop once already. And start over. So this is the cat interruption. I think this is going to become a staple of the channel, cat interruption, if I don't have my family over. Where was I? Salt Street. Ah oui. Était-ce vers le City Hall que sa population se déversait en masse tumultueuse? S'agissait-il d'un irrésistible courant de spéculation, de ce que l'on appelle ici un boom, de quelque adjudication de terrain qui surexcitait toutes les imaginations? S'agissait-il d'une de ces luttes électorales qui passionnent les foules, d'un meeting où les républicains conservateurs et les démocrates libéraux se combattraient aux abords du Federal Building? S'agissait-il d'inaugurer une nouvelle World's Columbian Exposition et de recommencer sous les ombrages de Lincoln Park, le long de Midway Plaisance, les pompes solennelles de 1893? Non. Il se préparait une cérémonie d'un tout autre genre, dont le caractère aurait été profondément triste si ses organisateurs n'eussent dû se conformer aux volontés du personnage qu'elle concernait, en l'accomplissant au milieu de la joie universelle. À cette heure, la Salt Street était entièrement dégagée, grâce aux agents postés en grand nombre à ses deux extrémités. Le cortège, qui se disposait à parcourir cette voie, pourrait donc y dérouler sans obstacle ses flots processionnels. Si la Salt Street n'est pas recherchée des riches Américains à l'égal des avenues de la prairie du Calumet de Michigan, où s'élèvent d'opulentes habitations, c'est néanmoins une des rues les plus fréquentées de la ville. Elle porte le nom d'un Français, Robert Cavelier de La Salle, l'un des premiers voyageurs qui vint en 1679 explorer cette région des lacs, nom très justement célèbre aux États-Unis. Vers le centre de la Salt Street, le spectateur qui aurait pu franchir la double barrière des agents aurait aperçu au coin de Goethe Street un char attelé de 6 chevaux, arrêté devant un hôtel de magnifique apparence. En avant et en arrière de ce char, un cortège rangé en bel ordre n'attendait que le signal de se mettre en marche. La première moitié de ce cortège comprenait plusieurs compagnies de la milice, toutes en grande tenue sous les ordres de leurs officiers, un orchestre d'harmonie ne comptant pas moins d'une centaine d'exécutants et un chœur d'orphéonistes de pareil nombre, qui devaient à différentes reprises mêler ses chants aux accords de cet orchestre. Le char était tendu de draperies d'un rouge étincelant, relevé de bordures argent et or, sur lesquelles s'écartelaient en caractères diamantés les 3 lettres W, J, H. À profusion s'entremêlaient des bouquets, ou plutôt des brassées de fleurs, qui eussent été rares partout ailleurs que dans une ville généralement appelée Garden City. Du haut de ce véhicule, digne de figurer au milieu d'une fête nationale, pendaient jusqu'à terre des guirlandes que tenaient à la main 6 personnes, 3 à droite, 3 à gauche. À quelques pas derrière, se voyait un groupe d'une vingtaine de personnages, entre autres James T. Davidson, Gordon S. Allen, Harry B. Andrews, John I. Dickinson, Thomas R. Carlyle, etc., de l'Eccentric Club de Mohawk Street, dont George B. Higginbotham était le président, des membres des cercles du Calumet de Michigan Avenue, de Hyde Park de Washington Avenue, de Columbus de Monroe Street, Union League de Custom House Place, d'Irish American de Dearborn Street et des 14 autres clubs de la ville. On ne l'ignore pas, c'est à Chicago que se trouve le quartier général... Oh, easy. No, don't do that. Ok. On ne l'ignore pas, c'est à Chicago que se trouve le quartier général de la division du Missouri et la résidence habituelle du commandant. Il va donc de soi que ce commandant, le général James Morris, son état-major, les officiers de ses bureaux installés à Pullman Building, se pressaient à la suite du groupe sudie. Puis c'était le gouverneur de l'État, John Hamilton, le maire et ses adjoints, les membres du conseil municipal,
les commissaires administrateurs du comté arrivaient tout exprès de Springfield, cette capitale officielle de l'Illinois, dans laquelle sont établis les divers services et aussi les magistrats de Federal Court qui, contrairement à tant d'autres fonctionnaires, ne relèvent pas du suffrage universel, mais du président de l'Union. Puis, à la queue du cortège se coudoyait un monde de négociants, d'industriels, d'ingénieurs, de professeurs, d'avocats, de solicitors, de médecins, de dentistes, de coroners, d'attorneys, de shérifs, auxquels allait se joindre l'immense concours du public dès que le cortège déboucherait de la Salle Street. Il est vrai, dans le but de protéger cette queue contre l'envahissement, le général James Morris avait massé de forts détachements de cavalerie, sabres clairs, dont les étendards flottaient sous une brise assez fraîche. La longue description de tous les corps civils ou militaires, de toutes les sociétés et corporations qui prenaient part à cette extraordinaire cérémonie, doit être complétée par ce détail très significatif. Les assistants, sans en accepter un seul, portaient une fleur à leur boutonnière, un gardénia qui leur avait été offert par le majordome en habit noir, posté sur le perron de l'hôtel. Au surplus, l'hôtel avait pris un air de fête. Ses girandoles et ses ampoules électriques, ruisselantes de lumière, luttaient avec les vifs rayons d'un soleil d'avril. Les fenêtres largement ouvertes déployaient leurs tentures multicolores. Les domestiques en grande livrée s'échelonnaient sur les degrés de marbre de l'escalier d'honneur. Les salons d'apparat avaient été disposés pour une réception solennelle. Les salles à manger étaient garnies de tables sur lesquelles étincelaient les surtouts d'argent massif, la merveilleuse vaisselle des millionnaires de Chicago et les coupes de cristal pleines de vin des hauts crus et du champagne des meilleures marques. Enfin, 9 heures sonnèrent à l'horloge de City Hall. Des fanfares éclatèrent à l'extrémité de la Salle Street. 3 hurrahs poussés unanimement emplirent l'espace. Au signal du surintendant de police, le cortège s'ébranla, bannière déployée. Tout d'abord, des formidables instruments de l'orchestre s'échappèrent les rythmes enlevants de la Columbus March du professeur John K. Payne de Cambridge. Lent et mesuré, le défilé s'opéra en remontant la Salle Street. Presque aussitôt, le char se mit en mouvement au pas de ses 6 chevaux, caparaçonnés luxueusement, empanachés de touffes et d'aigrettes. Les guirlandes de fleurs se tendirent aux mains des 6 privilégiés, dont le choix semblait dû aux fantaisistes caprices du hasard. Puis les clubs, les autorités militaires, civiles et municipales, les masses qui suivaient les détachements de cavalerie, s'avancèrent en ordre parfait. Inutile de dire que les portes, les fenêtres, les balcons, les auvents, les toits même de la Salle Street étaient bondés de spectateurs de tout âge, dont le plus grand nombre occupait sa place depuis la veille. Lorsque les premiers rangs du cortège eurent atteint l'extrémité de l'avenue, ils obliquèrent un peu à gauche, afin de prendre l'avenue qui longe Lincoln Park. Quel incroyable fourmillement de monde à travers les 250 acres de cet admirable enclos que baignent à l'est les eaux frissonnantes du Michigan, avec ses allées ombreuses, ses bosquets, ses pelouses, ses dunes boisées, son lagon Winston, ses monuments élevés à la mémoire de Grant et de Lincoln. Wow, j'ai du mal avec celui-là. Et ses champs de parade et son département zoologique. Oh, sorry, I thought that was a full stop, but it's a comma. Et son département zoologique, dont les fauves hurlaient, dont les singes gambadaient pour se mettre à l'unisson de toute cette populaire agitation. Comme d'habitude, le parc est à peu près désert pendant la semaine. Un étranger aurait pu se demander si ce jour était un dimanche. Non, c'était bien un vendredi, le triste et maussade vendredi, qui tombait cette année-là le 3 avril. Bon, ils ne s'en préoccupaient guère, les curieux, et ils échangeaient leurs réflexions au passage du cortège, dont ils regrettaient sans doute de ne pas faire partie. « Certainement, disait l'un, c'est aussi beau que la cérémonie de dédicace de notre exposition. »« Vrai, répondait l'autre, et ça vaut le défilé du 24 octobre dans Midway Pleasance. »« Et les 6 qui marchent près du char, clamait un marinier de la Chicago River. »« Et qui reviendront la poche pleine, s'écriait un ouvrier de l'usine Cormac. En voilà des gagneurs de gros lots, hennissait un énorme brasseur, qui suait la bière par tous ses pores. Je donnerais bien mon pesant d'or pour être à leur place. Et vous n'y perdriez pas, répliquait un vigoureux abatteur des stockyards.
Une journée qui leur rapportera des paquets de bonnes valeurs, répétait-on autour d'eux. Waouh, répétait-on autour d'eux. Oui, leur fortune est faite. Et quelle fortune! 10 millions de dollars à chacun. Vous voulez dire 20 millions? Plus près de 50 que de 20. Lancés comme ils l'étaient, ces braves gens finirent par arriver aux milliards, mot qui est d'ailleurs de conversation courante aux États-Unis. Mais il est à noter que tous ces dires ne reposaient que sur de simples hypothèses. Et maintenant, est-ce que ce cortège allait faire le tour de la ville? Eh bien, si le programme comportait une pareille déambulation, la journée n'y pourrait suffire. Quoi qu'il en soit, toujours avec les mêmes démonstrations de joie, toujours au milieu des bruyants éclats de l'orchestre et des chants des orphéonistes qui venaient d'entonner le To the Son of Art à travers les hips et les hurrahs de la foule, la longue colonne ininterrompue arriva devant l'entrée de Lincoln Park, à laquelle s'amorce Fullerton Avenue. Elle prit alors sur la gauche et chemina dans la direction de l'ouest pendant 2 milles environ, jusqu'à la branche septentrionale de la rivière de Chicago. Entre les trottoirs noirs de monde, il y avait assez de largeur pour que le défilé pût s'opérer librement. Le pont franchi, le cortège gagna par Brown Street, cette magnifique artère qui porte le nom de boulevard Humboldt sur un parcours de 11 milles et redescend vers le sud, après avoir couru vers l'ouest. Ce fut à l'angle de Logan Square qu'il suivit cette direction, dès que les agents, non sans peine, eurent dégagé la chaussée entre la quintuple haie des curieux. À partir de ce point, le char roula jusqu'à Palmer Square et parut devant le parc qui porte également le nom de l'illustre savant prussien. Il était midi. Une halte d'une demi-heure fut faite dans le Humboldt Park. Halte très justifiée car la promenade devait être longue encore. La foule put se déployer à l'aise sur ces terrains verdoyants, rafraîchis par le courant des eaux vives, et dont la superficie dépasse 200 acres. Le char arrêté, orchestre et chœur attaquèrent le Star Spangled Banner qui fut couvert d'applaudissements, comme il l'eût été au music hall du casino. Le point le plus à l'ouest que le programme assignait au cortège fut atteint vers 2 heures au parc de Garfield. On le voit, les parcs ne manquent pas à la grande cité illinoise. On en nommerait à tout le moins 15 principaux. Celui de Jackson ne mesure pas moins de 586 acres de taillis, de halliers, de bosquets et de pelouses. Lorsque l'angle que dessine le boulevard de glace en obliquant vers l'est eut été dépassé, le défilé reprit cette direction afin d'atteindre Douglas Park et de là, par le southwest, franchir la branche méridionale de Chicago River, puis le canal de Michigan qui la longe en amont. Il n'y eut plus qu'à descendre au sud le long de la Western Avenue sur une longueur de 3 milles pour rencontrer Gage Park. 3 heures sonnaient alors, et il convint de faire une nouvelle station avant de revenir vers les quartiers est de la ville. Cette fois, l'orchestre fit rage, jouant avec un entrain extraordinaire, les plus vifs 2/4, les plus enragés allegro, empruntés au répertoire des Lecoq, des Varney, des Audran et des Offenbach. Bach ou Bach? Offenbach, maybe. Il est même incroyable que tout ce monde ne soit point entré en danse sous l'action de ces rythmes de bal public. En France, personne n'y eût résisté. D'ailleurs, le temps était magnifique, bien qu'il ne laissât pas d'être assez froid. Au premier jour d'avril, la période hivernale est loin d'avoir pris fin sous le climat de l'Illinois, et la navigation du lac Michigan et de la Chicago River est généralement interrompue du commencement de décembre à la fin de mars. Mais quoique la température fût assez basse, l'atmosphère était si pure, le soleil arrondissant sa courbe sur un ciel sans nuages versé de si clairs rayons, il semblait tellement s'être mis de la fête, comme disent les chroniqueurs de la presse officieuse, que tout paraissait devoir marcher à souhait jusqu'au soir. Du reste, la masse du public ne tendait aucunement à diminuer. Si ce n'était plus les curieux des quartiers du Nord, c'étaient les curieux des quartiers du Sud, et ceux-ci valaient cela pour l'animation démonstrative, pour l'enthousiasme des hurrahs qu'ils jetaient au passage. En ce qui concerne les divers groupes, le cortège se conservait tel qu'au début devant l'hôtel de la Salle Street, tel qu'il serait certainement encore au terme de sa longue étape. Au sortir de Gage Park, le char revint directement vers l'est par le boulevard de Garfield. À l'extrémité de ce boulevard se déploie dans toute sa magnificence le parc de Washington, qui embrasse une étendue de 371 acres.
La foule l'encombrait comme elle le faisait quelques années auparavant lors de la grande exposition organisée dans son voisinage. De 4 heures à 4h30, il y eut un stationnement pendant lequel fut remarquablement exécuté par les orphéonistes et aux applaudissements de l'innombrable auditoire l'In Praise of God de Beethoven. Puis la promenade reprit sous les ombrages du parc jusqu'à la partie que comprit avec Medway Pleasance. Yes, there you go. Puis la promenade. 3-4. Puis la promenade reprit sous les ombrages du parc jusqu'à la partie que comprit avec Midway Pleasance l'ensemble de la World's Columbian Fair, dans la vaste enceinte de Jackson Park, sur le littoral même du lac Michigan. Le char allait-il se diriger vers cet emplacement désormais célèbre? S'agissait-il d'une cérémonie qui en rappellerait le souvenir, d'un anniversaire qui, fêté annuellement, ne laisserait jamais oublier cette date mémorable des annales chicagoises? Non. Après avoir contourné Washington Park Club par Cottage Grove Avenue, les premiers rangs de la milice firent halte devant un parc que les railways entourent de leurs multiples réseaux d'acier en ce quartier populeux. Le cortège s'arrêta, et avant de pénétrer sous l'ombrage de chênes magnifiques, les instrumentistes firent entendre l'une des plus entraînantes valses de Strauss. Ce parc était-il donc celui d'un casino, et un immense hall attendait-il là tout ce monde confié à quelque festival de... Confié ? No, convié à quelque festival de nuit carnavalesque ? Les portes venaient de s'ouvrir largement, et les agents ne parvenaient qu'au prix de grands efforts à maintenir la foule, plus nombreuse en cet endroit, plus bruyante, plus débordante aussi. Cette fois, elle n'avait pas envahi le parc que protégeaient divers détachements de la milice, afin de permettre aux chars d'y pénétrer au terme de cette promenade d'une quinzaine de milles à travers l'immense cité. Ce parc n'était pas un parc. C'était Oakswood Cemetery, le plus vaste des 11 cimetières de Chicago. Et ce char était un char funéraire, qui transportait à sa dernière demeure les dépouilles mortelles de William J. Hipperbone, l'un des membres de l'Eccentric Club. So that was the first chapter, and it was really challenging to read out loud. It was just full of enumerations and lists, but there you have it. So we had a funeral procession, which was not expressly a funeral procession before the last paragraph of the chapter. And I think when I read the foreword myself, it had some context about Jules Verne writing this to entertain himself on a travel. So I think he has a lot of fun with those very long lists and lots of details that don't really matter, but they're just fun for him to write. So yeah, we'll see. I'll probably carry on later with chapter 2, etc. It's quite a big book. But maybe, I don't know, if you're struggling to fall asleep, it might help you to put some sound background and fall asleep to it. Or maybe you want to listen to a story in French. Let me know what you think about this in the comments below if you have any thoughts. I do have other books I might be able to read from, but I picked this one because it's so old it's probably not copyrighted anymore. It's in the public domain now, because a lot of the books I have in French are still not in the public domain, so I don't want to get into trouble. But yeah, let me know what you thought, and if you fancy other stories, short stories, little poems and things like that, we can see what we can do. And that is it for us tonight. Have a lovely evening if it's evening, a lovely day if it's morning, and like, comment, subscribe and share if you fancy it and this could help you out. Bye!